Eh bien, écoutez, on va commencer donc ce webinaire donc dédié à l'évaluation de la résilience. Savoir déjà ce que c'est que la résilience, la différence avec la robustesse notamment, parce qu'on entend souvent ces deux mots et on a quelquefois un petit peu de mal à savoir de quoi on parle. Alors, juste un petit mot d'introduction, donc pour vous resituer un petit peu le contexte. Donc, bienvenue à tous. Donc, ce webinaire est aujourd'hui organisé, excusez-moi, par le programme Interinstitut, donc Synergie Bio, non bio. Donc, le titre en entier, vous l'avez au niveau du début de la diapositive, hein. L'idée, c'est de favoriser les synergies pour la production, la transposition, le transfert et l'appropriation des références entre les modes de production bio et non bio, avec trois objectifs principaux, on va dire, dans le programme: renforcer les collaborations entre les instituts techniques, hein, sur cette question-là, et favoriser voilà, les synergies entre les productions produites entre entre les deux modes de production, donc bio et non bio. Et c'est comme ça, en fait, qu'est née, j'allais dire, l'idée à l'intérieur du programme d'avoir des webinaires dédiés qui permettent, en fait, de se construire finalement une culture commune sur un sujet donné. Donc, l'année dernière, c'était le sujet voilà, des territoires. Et pour cette année, on a choisi le sujet de l'évaluation de la résilience. Alors, ce programme Synergie Bio Non Bio, dans son acronyme, en tout cas, il est copiloté donc, par l'ITAB et par l'ACTA. Et il y a aujourd'hui 10 instituts techniques partenaires. Vous voyez voilà, toute la liste des logos qui s'affiche en bas de l'écran. Le point un petit peu particulier pour cette année, c'est que l'évaluation de la résilience, finalement, ce n'est pas un sujet qui intéresse que le programme Synergie Bio Non Bio, c'est aussi un sujet qui est porté par un autre programme interinstitut qui s'appelle Multiperf. Donc, pour les webinaires qui sont organisés cette année, donc ils sont organisés par Synergie Bio Non Bio, mais avec un appui très important donc, du programme Multiperf que nous remercions aujourd'hui. Alors, pourquoi se poser la question d'évaluer la résilience des systèmes? Donc, la résilience, c'est un mot que l'on entend de plus en plus, sans quelquefois réussir vraiment à bien mettre derrière le concept qui existe réellement. Donc, le premier objectif voilà, de cette série de webinaires, c'est d'une part d'arriver à partager ensemble voilà, ce qu'est la résilience. Encore une fois, c'est quoi la différence avec d'autres concepts comme la robustesse? Et puis, essayer de comprendre voilà, quelles sont les approches possibles pour évaluer cette résilience, parce qu'au-delà de dire on veut évaluer la résilience, après ça, on se retrouve confronté à la douloureuse question de savoir comment on fait. Et comme ce n'est pas quelque chose ce ne sont pas des approches qu'on a l'habitude, en tout cas, de mettre en place dans nos instituts, on a essayé, voilà, aujourd'hui, au travers de cette série de webinaires, de vous donner quelques clés. Et finalement, pour vous donner des clés, il y a, j'allais dire, l'approche théorique. Donc là, c'est ce que va nous présenter Manon Dardonville aujourd'hui. Et puis, il y a aussi les cas concrets donc, qui vont vous permettre voilà, de vous donner des exemples de personnes ou de groupes de projets qui se sont confrontés à la question et voir comment eux ont réussi finalement à faire cette évaluation de la résilience et pour quel objectif. Alors, par rapport à ça, quand on a discuté notamment avec le programme Multiperf, on s'est aussi posé la question, voilà, évaluer la résilience, mais la résilience face à quoi? Puisque finalement, on peut avoir une multitude d'aléas qui peuvent intervenir voilà, sur une exploitation agricole, hein. Et en fait, au fil de nos discussions, on s'est bien rendu compte qu'il y avait quand même un focus thématique qui ressortait de manière assez importante, c'était l'adaptation au changement climatique. Donc, on s'est dit que dans cette série de webinaires, on allait parler de l'évaluation de la résilience, j'allais dire de manière générale, et qu'on allait aussi faire un focus sur voilà, comment on évalue spécifiquement la résilience face au changement climatique et déjà comment on évalue tout court l'impact du changement climatique sur les exploitations. Donc, voilà, de cette réflexion est née donc une série de 4 webinaires. Donc, le premier donc, qui a lieu aujourd'hui, le prochain donc, qui aura lieu le 9 décembre 2024. Et là, on va entamer donc, le cycle consacré plutôt à l'évaluation de l'impact du changement climatique. Il y a 2 autres webinaires qui sont programmés pour janvier et dont les dates vous seront communiquées prochainement. Donc, en tout cas, pour engager voilà, cette nouvelle série de webinaires, je vais laisser maintenant la parole à Manon Dardonville, donc, qui va nous présenter justement les concepts clés entre résilience, vulnérabilité et robustesse, donc, dans les cas d'études des systèmes agricoles tempérés. Et donc, je remercie Manon en tout cas voilà, de s'être rendue disponible pour participer à ce webinaire aujourd'hui. Et je vous laisse la main, Manon. Oui.
déconnexion intempestive, là, donc j'espère que ça va pas refaire ça. Donc bonjour à toutes et à tous, je vais partager mon écran. Vous me dites si c'est bon. C'est bon, Manon. Ok. Donc moi, je m'appelle Manon Dardonville, je suis chargée de recherche au laboratoire agronomie et environnement à INRAE Colmar. Et je travaille en particulier sur l'évaluation des systèmes bioéconomiques et agroécologiques à l'échelle territoriale. Avec des outils de modélisation notamment. Et en fait, je vais vous parler aujourd'hui de travaux que j'ai réalisés durant ma thèse qui portaient sur l'évaluation de la résilience de différentes formes d'agriculture. Donc c'était un travail que j'avais réalisé dans le cadre d'une thèse CIFRE avec AgroSolutions que vous pouvez trouver en ligne qui est disponible. Et là, je vais vous présenter une partie des réflexions qu'on a eues pendant cette thèse où en fait, au début, on s'est dit, bon, bah, on veut regarder la résilience. Et en fait, on s'est rendu compte que on était confronté à plein de concepts différents. Et vous allez voir qu'ils sont recouvrants, qui assez peu opérationnels. Finalement, il n'y a pas de guide méthodologique consensuel sur comment on met en œuvre une évaluation de la résilience ou de la vulnérabilité ou de la robustesse. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je parlerai en particulier des systèmes agricoles tempérés, donc ce qui nous concerne en Europe. Je vous interromps 2 petites secondes, Manon. C'est vrai. Merci, Amélie, de l'avoir précisé dans le chat. Pour poser les questions, donc vous posez vos questions dans le chat et on les prendra à la fin, justement, et on les retranscrira à nos deux intervenantes. Excusez-moi, Manon, pour cette interruption. Pas de souci. Alors, je ne vais pas vous refaire un topo trop approfondi non plus, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est dans un contexte où on a différentes types de menaces globales sur les systèmes agricoles qui ont lieu aujourd'hui. Donc, on a parlé déjà de changement climatique, avec chaque année, on a une nouvelle année exceptionnelle vers des précipitations, une météo ou alors des températures qui dépassent toutes les moyennes saisonnières. Là en bas, je vous ai mis l'indice d'humidité relative des sols en moyenne printanière par rapport à 1970, donc selon un scénario d'évolution d'environ plus 3 degrés d'ici 2100. Et du coup, ce qu'il faut voir, c'est que dès 2055, on est sur la plupart des grandes régions agricoles, je parle de grandes cultures françaises, qui sont sur des indices d'humidité qui sont extrêmement secs. Donc il faut penser à la sécheresse de 2023 de 2003, pardon, pour comparer. Après, il y a pas que ça. On est dans un contexte d'épuisement des ressources énergétiques et minières où on a de plus en plus de mal à extraire du pétrole conventionnel qui est à la base de notre agriculture mécanisée en tout cas. Et aussi un contexte de déclin de la biodiversité, qu'elle soit cultivée ou associée au système agricole, une dégradation de la qualité des sols et des instabilités économiques et politiques qui affectent les prix de vente et des produits pour la production agricole. Donc ça, c'est des menaces qui sont plutôt tendancielles. On les voit arriver, depuis un moment. On sait que ça va continuer, mais il y a aussi un certain nombre de menaces plus sous forme de choc qu'on observe régulièrement. Donc, on a ces derniers temps dans les actualités sur les inondations en Espagne, voilà, on était vraiment là-dedans, mais chaque année, on a des nouveaux exemples en France, plus près de nous. Ces différentes menaces, elles viennent questionner la capacité des systèmes agricoles à persister face à ces perturbations. Et l'enjeu, c'est d'identifier si le système, face à une perturbation, il reste dans un état désirable ou pas. On peut, pour cela, se demander comment on reste dans un état désirable. On est peu vulnérable, c'est-à-dire qu'on peut être peu exposé déjà aux perturbations. Quand il y en a, on est peu sensible et on a une forte capacité d'adaptation si jamais on est exposé à une perturbation. On peut aussi retrouver les concepts de robustesse. On peut être robuste face à une perturbation, c'est-à-dire que quand elle advient, on a peu de pertes liées à celle-ci.
Et enfin, il y a certaines définitions qui parlent de résilience, qui veulent dire en fait recouvrer ses fonctions rapidement quand il y a eu une perturbation. Donc ça, c'est 3 définitions que vous trouverez dans les travaux de Nicolas Urruti en 2017. Évidemment, il a choisi de synthétiser les définitions qu'on retrouvait autour de ces concepts-là. Ce qui les met tous ensemble, c'est qu'à chaque fois, on va regarder la dynamique du système quand il y a une perturbation. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'on retourne à un niveau de performance comme avant la perturbation, ou est-ce qu'on a une forte variabilité, ou voilà, des choses comme ça. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est cet aspect de dynamique. Et de désirabilité de la situation du système. Parce que si on bascule dans un système qui devient improductif, ou on passe des seuils, dans ce cas-là, on peut questionner l'existence du système et se dire, bon, bah, finalement, il faut peut-être changer d'agriculture ou changer de production. Ou voilà. Pour la résilience, je vous ai donné une des définitions là, d'après les travaux d'Urruti et ses collègues, mais il y en a plusieurs. Donc récemment, 2019 déjà, il y a un gros projet à l'échelle européenne qui avait cherché à aller un peu plus loin dans qu'est-ce qui caractérisait la résilience. C'était d'une part d'avoir une forme de robustesse, c'est-à-dire de rester dans un état désirable malgré une perturbation. Par exemple, rester dans des intervalles de rendement qui sont acceptables. Il y a un deuxième aspect qui est l'adaptabilité du système. Dans quelle mesure, en fait, on peut jouer avec les contraintes du système pour rester dans cet état de désirabilité. Et le troisième aspect, c'est l'aspect de transformabilité, où finalement, est-ce que une transition entre, je ne sais pas, des systèmes de monoculture vers des systèmes plus diversifiés ou de polyculture élevage peuvent permettre d'être plus adaptables ou de changer les objectifs aussi du système. En bas à gauche, vous avez dans les mêmes années, un autre travail sur la résilience où il décrivait la résilience comme étant robuste, résistant et avoir un temps de récupération suite à une perturbation assez court. Et enfin, en bas à droite, vous avez un autre aspect, une autre forme de définition de la résilience qui s'appelle la panarchie, où on va considérer que les systèmes, en fait, ils font comme une sorte de boucle où on va avoir une organisation du système jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de rigidité qui s'installe et que dès qu'il y a une perturbation, cette rigidité fait que le système n'arrive pas à s'en sortir et donc il y a une sorte de réorganisation qui se met en place. Donc là, à chaque fois, c'est assez... vous voyez, quand je dis des termes, réorganisation, rigidité, temps de récupération, etc., c'est assez... on a du mal à voir ce que ça veut dire pour l'agriculture, quoi. C'est très conceptuel encore. Et encore, je ne vous ai pas encore parlé de durabilité. Parce que jusqu'à présent, on parlait beaucoup de durabilité. Il y en a même qui disent que la résilience, c'est la nouvelle durabilité. Voilà, donc comment on articule ces concepts-là? Est-ce qu'on est en train de gagner en précision ou est-ce qu'on est juste en train de remplacer un champ sémantique par un autre? Et donc ça, on va éviter parce que c'est pas très constructif, on va dire. Il y a quand même une chose que je peux vous dire sur cette différence entre la durabilité et la résilience, c'est que la durabilité, on va chercher à atteindre des objectifs qui sont normatifs, c'est-à-dire qu'on va chercher à atteindre un aspect environnemental qu'on juge positif, un aspect économique qu'on juge positif et social. Alors que la résilience, c'est par définition censé être non normatif. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation, c'est une description de comment se comporte le système. Voilà, donc la différence, elle peut être plutôt là, enfin c'est comme ça que de plus en plus on la
on l'utilise dans la littérature scientifique, c'est que la durabilité, c'est les objectifs qu'on cherche à atteindre. Je veux atteindre tant de marge, tant de rendement, tant de temps de travail pour mes agriculteurs. La résilience, c'est OK, mais ces objectifs-là, ils doivent être maintenus dans le temps, quelles que soient les perturbations. Voilà. Donc, le constat qu'on avait fait au début de ce travail-là, c'était qu'il y avait, comme je vous disais, de nombreux cadres conceptuels qui se recouvrent, qui les dissocient, qui se spécifient. Et quand on cherchait des méthodes pour évaluer ces systèmes-là, de manière à pouvoir les comparer, en fait, il y avait assez peu de méthodes opérationnelles qui disaient comment faire exactement, et encore moins en agronomie. Et les seules méthodes qu'il y avait, c'était très inspiré de l'écologie, en fait, et de systèmes très peu anthropisés, finalement. Mais la bonne nouvelle, c'est que, étant donné qu'ils sont assez peu spécifiques, ces cadres conceptuels, ils sont aussi très ouverts, donc on peut les mettre en œuvre, on a une sorte de liberté sur comment on peut les mettre en œuvre. Et on peut décider de s'inscrire dans telle ou telle définition en fonction de ce dont on veut parler. Ce qui ne facilite pas les comparaisons entre les travaux, bien sûr, mais ce qui permet aux gens de se poser la question de quoi ils veulent parler. Donc, nous, ce qu'on avait essayé de faire, c'est de se dire, OK, on n'a pas spécialement envie de faire de la résilience ou de la vulnérabilité, etc. Donc, on a plutôt dit, on regarde tous ces concepts-là et on regarde les travaux d'évaluation qui ont été faits, qui mobilisent ces concepts-là pour voir comment les scientifiques s'en saisissent et quelles méthodes ils mettent en œuvre. Et là, vous voyez en bas à droite que le nombre de publications, donc ça, c'est juste le nombre de publications qui mentionnent la résilience ces dernières années, donc qui a vraiment explosé jusqu'en 2015. Et là, si on continue la courbe, je suis sûre que ça continue de plus en plus. Et ça, c'est que les travaux scientifiques et pas encore les travaux de ce qu'on appelle littérature grise, qui ont beaucoup foisonné ces dernières années aussi. Alors, ce qu'on a pu voir de manière générale, déjà, c'est quand on cherche à évaluer, que ce soit la résilience, la vulnérabilité, ou voilà, il va y avoir deux approches. La première, c'est on veut savoir si notre système est résilient ou pas. Et donc, on va comparer des situations et on va regarder la dynamique de ces systèmes face à une perturbation à partir de données. Donc, ça peut être des données observées ou des données simulées ou autres. Et on va calculer, par exemple, quand il y a une perturbation, de combien notre performance elle a chuté dans le temps et combien de temps elle met à revenir à un niveau qui est équivalent à celui de avant la perturbation. Ou alors on va regarder est-ce que notre performance est très variable autour d'une tendance et quelle est la tendance, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est, on va chercher à connaître la dynamique du système pour évaluer sa résilience. La deuxième approche, c'est on ne connaît pas vraiment sa dynamique au système, mais on connaît des propriétés ou des caractéristiques qui sont connues comme rendant les systèmes résilients, vulnérables ou robustes. Donc là, il y a de nombreux travaux, que ce soit de littérature scientifique ou de littérature grise, parce que c'est plus facile à mettre en œuvre. Ça ressemble beaucoup aux évaluations de durabilité auxquelles on est habitué maintenant, où on a les 3 piliers, on a des indicateurs pour chacun des piliers, et donc ça ressemble un peu, parce qu'il va y avoir plein d'hypothèses derrière, par exemple la diversité, plus le système est diversifié, plus on est résilient, et je reviendrai après sur ces hypothèses-là. Donc voilà, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces deuxième approche, elle se base sur des travaux qui ont déjà été réalisés et qui ont déjà montré que la diversité permet de rendre plus résilient dans différentes situations. Voilà, donc nous, ce qui nous intéressait en particulier, c'était la production de connaissances et non pas l'application de connaissances produites. Donc c'était plutôt la première approche. D'autant plus qu'elle permet de tester ce qui pourrait rendre résilient. Est-ce que c'est des effets de composition, de configuration du système? Est-ce que c'est des propriétés du système, par exemple la diversité, l'autosuffisance? Est-ce que c'est des caractéristiques données? Être en bio, être plus ou moins intensif, utiliser de l'irrigation, par exemple? Et donc voilà, comme je vous disais, une fois qu'on a réussi à démontrer ça, on peut les utiliser dans des approches par propriété.
donc ça, je vous en ai déjà parlé. A priori, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait peu d'approches dynamiques, donc la première que je vous ai présentée, pour les systèmes agricoles tempérés, qui fassent une évaluation qui soit quantitative. Donc, on a réalisé une revue de littérature sur ces questions-là, qu'on a publiée, et on a réussi à sélectionner à partir de mots-clés sur des grosses bases de données de 37 articles jusqu'en 2018 et après on l'a mise à jour, 53 articles jusqu'en 2023. Donc finalement, c'est vraiment pas grand-chose parce qu'au début, avant épuration, si on met que des mots-clés, on avait plus de 12 000 articles qui étaient sélectionnés. Pour analyser ces articles, on a utilisé une grille d'analyse. Et donc, cette grille, elle nous permettait de bien spécifier ce qu'on regardait dans chaque article. La résilience face à quoi? Donc, quelle est la perturbation? C'est cet aspect-là. La résilience de quel système aussi? Est-ce qu'on regarde des parcelles? Est-ce qu'on regarde des fermes? Est-ce qu'on regarde des territoires? Et est-ce qu'on regarde des parcelles de prairies? Parce que ça, il y a beaucoup de travaux là-dessus, vous verrez après, de grandes cultures, des polycultures élevage, et quelles sont les performances du système qui sont étudiées. Sur quelle étendue spatiale et temporelle aussi? Est-ce qu'on regarde 2 ans, ce qui n'est pas grand-chose, ou est-ce qu'on va regarder les 20 prochaines années ou les 20 dernières années? Et enfin, qu'est-ce qui était testé comme potentielle explication dans les travaux? Et quels critères, on va dire, quels indicateurs on utilisait pour regarder la résilience? Donc, ce qu'on peut voir déjà, en premier temps, c'est que souvent, dans les travaux, ils utilisent plusieurs concepts en même temps. Ils vont parler de vulnérabilité et de résilience, par exemple. Et ça montre bien que, en fait, on s'en fiche un peu de est-ce qu'on parle de résilience ou de résistance. Voilà, il y a une forme de fluidité sur l'utilisation des concepts et qui ne sont pas du tout déterminants de la méthode qu'on va mettre en œuvre. Je retourne un peu en arrière. En termes de critères qui permettent de caractériser la dynamique, la plupart des travaux, ils regardent non seulement le niveau moyen, comme si on faisait une étude de durabilité, mais aussi la variabilité. Donc, ça peut être avec des déviations standards, des coefficients de variation, enfin voilà, plein de critères différents. Ils regardent souvent les aspects de résistance, de temps de récupération, de tendance, et dans très peu de travaux, dans quelques-uns, des indicateurs un peu plus sophistiqués, comme des probabilités, des distances à un seuil, des choses comme ça. Et en plus, ce qu'on montre, c'est qu'il y a assez peu de spécificité. C'est pas parce qu'on parle de résilience qu'on va toujours regarder le temps de récupération, par exemple. Voilà, ça c'est assez technique. Ensuite, parmi ces 50 travaux, il y avait principalement des travaux sur les prairies, parce qu'en fait, les travaux sur la résilience, ils proviennent de l'écologie. Les écologues travaillent beaucoup sur les prairies semi-naturelles. Donc, peu à peu, en agriculture, on commence à mobiliser ces travaux-là, mais il y a beaucoup moins de travaux sur les cultures et encore moins sur les systèmes d'élevage. Principalement, ils travaillent sur les questions de changement climatique et très peu sur, par exemple, la volatilité des prix ou les attaques de ravageurs, par exemple. Et la plupart travaillent à l'échelle parcellaire ou de l'exploitation agricole. Et donc, on a un manque crucial de travaux à l'échelle territoriale, régionale ou de Comcom, ou des choses comme ça. La plupart des travaux, ils s'intéressent uniquement au rendement et aux marges économiques. Et il y a très peu d'approches multiperformance. On va regarder non seulement le rendement, mais aussi les marges, mais aussi les services écosystémiques, ou encore des aspects sociaux comme la satisfaction de l'agriculteur, ou alors le temps de travail, par exemple. En termes de facteurs explicatifs, il y a une grande diversité, et je reviendrai après dessus, mais globalement, les travaux s'intéressent beaucoup à des effets de structure du système. Est-ce qu'il y a une diversité? Est-ce que c'est des systèmes avec plusieurs ateliers ou des choses comme ça? Et au niveau d'intensification du système. Et il y a beaucoup de travaux sur 1 ou 2 années et beaucoup moins sur de longues périodes parce que c'est compliqué d'avoir des données soit projetées, soit historiques sur plus de 20 à 30 ans, quoi.
Alors, sur ces facteurs explicatifs, pourquoi c'est ceux-là qui ont été choisis? C'est parce qu'il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont communément acceptées. Vous, si je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'être diversifié, c'est mieux pour la résilience? La plupart du temps, les gens vont répondre oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des hypothèses qui sont intégrées. Une des premières hypothèses qu'on trouve souvent dans la littérature, c'est les formes d'agriculture. Par exemple, en bio ou en agriculture de conservation, on va avoir des services écosystémiques ou des choses comme ça qui vont faire qu'on va avoir tel ou tel effet sur des aspects bien particuliers, par exemple, variabilité du rendement. Et il y a pas mal de gros travaux, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on travaille sur ces questions-là, notamment la comparaison de l'agriculture biologique ou conventionnelle sur la variabilité du rendement. Et c'est convergé, en fait. On a du mal à... Même si la plupart montrent que le bio, c'est plus variable, en fait, ça dépend vraiment des situations. On ne compare pas les mêmes systèmes à chaque fois. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi, qu'une conclusion assez simple. L'autre aspect qui est beaucoup étudié, c'est l'effet de la diversité. Et donc, pourquoi la diversité, elle est largement étudiée? C'est parce que il y a l'hypothèse de ce qu'on appelle de l'assurance écologique qui prévoit que plus il y aurait une diversité d'espèces dans l'agroécosystème, plus la probabilité qu'il y ait la présence de traits d'espèces ou des comportements qui soient intéressants pour faire face à la perturbation serait grande. En plus, donc ça, c'est un premier aspect, mais il y a aussi l'aspect portfolio de cultiver plusieurs espèces qui augmenterait la diversité des réponses et qui aurait en plus un intérêt socio-économique, comme on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Et en plus, quand on a une diversité d'espèces et de traits d'espèces, on aurait des complémentarités de niches spatiale et temporelle des espèces et une redondance des fonctions qui sont importantes, qui auraient moins de chances de disparaître s'il y a une espèce qui disparaît, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux qui regardent la diversité sous différents angles, pas uniquement taxonomiques, mais aussi fonctionnels, ou la diversité des réponses, par exemple. Et l'autre grand champ des facteurs qui sont étudiés, c'est l'intensification du système. Alors pourquoi? C'est parce que, en fait, intensifier un système, c'est répondre aux perturbations. Par exemple, l'irrigation, ça permet de répondre à des situations de sécheresse. Ou alors, le fait d'utiliser des produits phytosanitaires permet de répondre à des invasions de ravageurs, par exemple. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une résilience par coercition, c'est-à-dire forcée par des intrants anthropiques. On va contrôler le système de manière à se prémunir des effets, des perturbations. Voilà, je ne les ai pas affichés, mais voilà, elles sont là. Donc ça, ça reste des hypothèses. Et maintenant, je vais vous montrer les résultats des travaux qui ont travaillé sur ces questions-là de diversité et intensification sur la vulnérabilité, résilience, robustesse des systèmes agricoles. On a fait une autre review là-dessus. Donc, c'est basé sur la sélection de cinquantaines d'articles et on a essayé à chaque fois de comparer bien les travaux qui regardent l'échelle de la parcelle, l'échelle de la ferme ou de la région et les types de systèmes, prairies, grandes cultures, etc. Pour ce qui est... Donc, ça fait qu'au final, on n'a pas beaucoup d'articles par catégorie, vous verrez. Pour ce qui est de la diversité taxonomique uniquement, donc le nombre d'espèces différentes, qui va avoir un effet sur le rendement et sous perturbation climatique, ce qu'on voit, c'est que, donc en vert, vous avez les effets, le nombre d'articles pour lesquels on observe, le nombre de résultats pour lesquels on observe un effet positif. En gris, c'est un effet pas d'effet, et en rouge, c'est un effet significativement négatif. Et donc, ce qu'on observe donc, pour les prairies, pour les grandes cultures, à différents niveaux d'intensification pour les prairies, puisqu'il faut différents niveaux d'organisation pour les cultures, c'est que cette diversité, elle peut être un facteur de résilience pour les cultures, mais pas forcément pour les prairies. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les prairies, en fait, ce qui a plus de poids, c'est non pas le nombre d'espèces, mais l'effet de composition. Est-ce qu'il y a une espèce qui arrive à continuer à produire de la biomasse, même quand il fait très sec, par exemple?
et donc la diversité fonctionnelle. Donc ça, c'est important à maintenir. Il ne suffit pas de juste augmenter le nombre d'espèces, il faut avoir une logique de composition. Pour ce qui est de l'intensification, pareil, encore une fois, les effets de rendement sous perturbation climatique pour les grandes cultures à l'échelle de la parcelle ou de la région. Ce qu'on observe, c'est que globalement, plus on est intensif, plus on a des hauts rendements. Donc, c'est les résultats qu'on voit en vert. Donc, ça, on n'est pas en train de révolutionner l'agronomie quand on dit ça. Mais par contre, sur la dynamique, quand on va regarder la variabilité, la tendance, etc., on n'a pas vraiment d'effet. Donc, ça, il faut regarder surtout les résultats en gris ici. Donc, en fait, ce que ça veut dire derrière ça, c'est qu'il semblerait qu'il y a plus d'impact de l'adéquation de la situation de production avec la culture choisie que du contexte pédoclimatique et des perturbations climatiques. Donc, il vaut mieux choisir bien la culture qu'on met à quel endroit en fonction des ressources qu'il y a, du sol, des pratiques qu'on peut mettre en œuvre, et le climat arrive dans un deuxième temps. Les grosses perturbations, quoi. Donc voilà pour ces deux facteurs explicatifs assez importants. Donc, comme vous voyez, à chaque fois, les résultats, c'est pas oui ou non. C'est plus compliqué que ça, mais on sait que l'agronomie, c'est toujours plus compliqué que ça. Et enfin, il y a une dernière hypothèse qui est beaucoup dans la littérature, mais pour lesquelles on n'a trouvé aucun résultat, c'est l'effet d'avoir un certain nombre de services écosystémiques fournis à l'agriculteur qui permettrait de faire une sorte d'effet tampon aux perturbations et d'auto-adaptation du système. Et donc, dans ma thèse, on a montré que les systèmes qui avaient le plus, donc ça c'était après, on a montré que les systèmes qui avaient le plus, qui avaient utilisé le plus de services présentaient un fort intérêt pour la résilience et notamment la stabilité des performances du système. Mais ça, c'est d'autres résultats que vous pourrez aller voir en ligne. Voilà, donc pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a assez peu de spécifications entre une méthode et un concept. Et je dois avouer que ce n'est pas hyper important. Ce qui est important, c'est de savoir de quoi on parle, de bien choisir dans chaque étude. Autre chose assez importante, c'est que vous remarquerez que j'ai assez peu parlé de capacité d'adaptation parce que finalement, c'est assez peu étudié. On ne sait pas trop de quoi on parle, on ne sait pas trop comment la caractériser. Il y a très peu de travaux qui vont sur de la multifonctionnalité, alors que la grande conclusion des travaux sur la durabilité, c'était qu'il faut parler de multifonctionnalité. Donc ça, c'est un peu... voilà. Ok, bon ça je passe. En termes de résultats, ce qu'il faut retenir, c'est que sur les prairies, il y a des forts effets de composition d'espèces qui nécessitent d'avoir plus des approches par diversité fonctionnelle que par diversité spécifique. Sur l'intensification, c'est tout d'abord les pratiques agricoles et leur adéquation au contexte pédoclimatique et aux ressources locales qui va avoir le plus d'effets que des gros aléas. Et enfin, en termes d'ouverture, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a très peu de travaux qui vont aller regarder la fréquence aussi des aléas, parce que souvent, ils vont regarder, OK, bah, il y a une année de sécheresse, qu'est-ce que ça donne? Mais qu'en est-il de 3 ou 4 années de sécheresse consécutives? Ça, on est encore au balbutiement de ce genre de travaux, qui généralement sont à court terme, au lieu de regarder à très long terme. Et il peut y avoir aussi des effets non linéaires. Donc au début, le système résiste, puis après, il finit par s'effondrer, quoi. Et enfin, je finirai sur l'aspect de... on a tendance à regarder beaucoup l'impact du changement climatique, mais il faut garder en tête que dans nos systèmes agricoles, les pratiques agricoles sont le premier levier et le premier impact aussi sur la production, parce que nos systèmes sont très, très anthropisés. En ouverture long terme, donc nous, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on utilise de plus en plus de la modélisation parce qu'on a des problématiques d'accès aux données historiques, que ce soit à l'échelle des fermes ou des territoires. Donc, on utilise des modélisations. Dans notre labo, on a beaucoup de travaux sur ces questions-là, de plus en plus sur les questions de bioéconomie. Et enfin, en autre problématique plus scientifique, c'est comment on articule ces aspects de résilience et de durabilité. Nous, comment on l'aborde, après, chacun fait comme il veut, c'est qu'on parle de durabilité en regardant le niveau moyen des performances et on parle de résilience quand on regarde la dynamique du système.
Et donc, si je dois conclure sur une chose, c'est qu'il faut bien distinguer, quand vous voyez des travaux sur la résilience, des évaluations par la dynamique des performances, où on va chercher à produire de la connaissance sur ce qui rend le système résilient, des évaluations par les propriétés caractéristiques du système, où là, on va utiliser des connaissances existantes pour venir caractériser le système qui, a priori, serait plus ou moins résilient. Et enfin, très important, dans le cas d'approche 2, donc par propriété, il faut que ces travaux reposent sur des résultats qui ont été démontrés pour des systèmes agricoles et pas pour de n'importe quel système. Voilà, pas pour des prairies ou des systèmes prairiaux semi-naturels ou des choses comme ça, quoi. On ne parle pas des mêmes choses, il ne se passe pas les mêmes processus. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas explosé le temps. Non, c'est parfait. Il y a même une petite minute de rab. Je crois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, Amélie, si je ne me trompe pas. Non, il n'y a pas de questions dans le chat, mais il est toujours temps d'en poser. Ou si vous voulez, là, pour le coup, vous pouvez les poser directement à l'oral. On a une petite minute, j'allais dire, pour des questions peut-être de compréhension avant de passer à la deuxième intervention. Moi, j'avais une petite question. En fait, vous l'avez glissé sur la fin, mais justement parce que ce qui m'étonne, en fait, c'est de pouvoir essayer d'évaluer la résilience alors qu'on a des études qui sont sur 1 ou 2 ans. Et c'est vrai que moi, dans ma tête, j'avais dans l'idée que c'était plutôt 10 ans, 20 ans. Et donc, en fait, de ce que je comprends, c'est que dans la revue, il y avait peu d'utilisation en fait de modèles, enfin d'outils de simulation, puisqu'en effet, les données historiques sur 20 ans, ça doit être horrible à tout récupérer, mais c'est pas quelque chose qui est développé. Et vous, par contre, c'est ce que vous faites dans votre unité, si je comprends bien. C'est de plus en plus, mais il y a encore beaucoup de travaux d'expérimentation en fait sur des petites parcelles où on va mélanger des espèces ou des choses comme ça. Et là, ils regardent pendant 1 ou 2 ans ou 3 ans en mettant des bâches qui coupent la pluie ou des choses comme ça, des stress bien précis. Il y a beaucoup de travaux comme ça, mais de plus en plus, il y a des travaux de modélisation, mais on est en train aussi de prendre en main nos modèles de culture pour les projeter dans le futur de plus en plus. Donc ça s'est pas mal démocratisé, effectivement. Avec les travaux 4 pour 1000, des choses comme ça, vous avez dû les voir passer. On arrive de plus en plus à parler sur des longues périodes, sur des grandes étendues aussi. Oui, parce que j'allais dire l'autre souci, c'est que finalement, même si on avait les données historiques sur 20 ans, les 20 ans qui viennent de passer ne seront pas les 20 ans futurs, peut-être aussi avec du fait du changement climatique. Donc, c'est un peu compliqué. Eva, allez-y. Oui, moi j'avais une question en fait, notamment par rapport à ce que j'ai cru comprendre là des conclusions sur l'intensification qui était et de l'artificialisation finalement des systèmes qui étaient un levier de résilience. Mais justement, ces approches un peu court terme, elles masquent, en fait, est-ce qu'elles viennent pas masquer aussi des effets long terme de l'anthropisation, de la pollution des milieux, de l'utilisation des ressources, etc., enfin, qui vont avec cette intensification? Oui, tout à fait. En fait, c'est ça le problème, c'est que il y a des travaux qui montrent que l'intensification présente un intérêt. Ah, Sauf qu'elles n'ont pas encore l'effet de réduction des ressources fossiles et minières, des choses comme ça. Donc, il y a de plus en plus de travaux qui vont dans ce sens-là. Mais effectivement, il faut prendre aussi ces résultats tels qu'ils sont, c'est-à-dire avec des pincettes et dans les situations où ils ont été produits. eh bien, merci beaucoup, Manon. On va passer donc. Ah, Swazik, une dernière petite question. Et sinon, il y aura un temps de questions à la fin aussi, hein. Pour les autres, il n'y a pas de souci. Juste rapidement, je rebondis un peu sur le point qu'a soulevé Eva. Moi, j'étais surprise que vous nommiez le fait que l'intensification soit un levier d'adaptation aux perturbations. Pour moi, il peut y avoir d'autres leviers d'adaptation aux perturbations que l'intensification. Il peut y avoir une désintensification, comme un chargement trop élevé, pour parler d'une ferme d'élevage par exemple, et des parcelles que j'ai récupérées qui sont trop éloignées, et face à ça, je vais choisir de diminuer mon chargement, relocaliser ma production autour d'un parcellaire plus groupé et de développer le pâturage. Donc ça, on qualifierait plutôt ça de désintensification.
Et par ailleurs, je pense que l'intensification, comment dire, il peut y avoir choix d'intensification a priori de la perturbation. Voilà. L'intensification n'est pas toujours la conséquence de la perturbation et inversement, la perturbation n'entraîne pas toujours une intensification. C'est pas vraiment une question, mais une réaction. Oui, c'est vrai que j'avoue que ça m'a surpris. J'avais jamais, j'avoue que j'avais pas envisagé l'intensification comme un levier d'adaptation à des perturbations en fait potentielles. Et d'ailleurs, je me permets juste de rebondir sur la question de Swazik. C'est l'intensification qui a été regardée, mais par contre pas la désintensification. Parce que c'est vrai que c'est souvent aussi nommé. Bah, en fait, si, il y a d'autres, il y a des... Si, il y a une partie des travaux qui regardent ces leviers d'intensification, mais il y a aussi une autre partie des travaux qui regardent plutôt des effets de des systèmes d'élevage ou du parcellaire ou des choses comme ça. Donc il y a les deux aspects qui sont étudiés. En fait, là, ce qui reste en tête, c'est quoi l'intensification, ça peut être un levier. Ben oui, c'est pour ça qu'on l'a mis en place jusqu'à présent aussi. Mais la question, c'est toutes les pressions sur les ressources qu'il utilise et sur l'environnement, etc. Parce que là, je n'ai jamais encore parlé d'impact environnemental. Ça, c'est un autre aspect qu'il faut regarder quand on parle de durabilité. Et donc, on peut faire le choix de systèmes résilients, mais pas durables. C'est ça le problème, quoi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. J'allais dire sur ces bonnes paroles, je vous propose de passer à la deuxième intervention. Et en introduction de cette deuxième intervention, donc, qui porte sur le projet Resilience for Dairy, désolée pour l'anglais, on va vous passer une petite vidéo qui justement apporte des témoignages de deux éleveurs sur pour eux qu'est-ce que c'est que la résilience et qu'est-ce que ça veut dire pour leur exploitation. Donc finalement, là, on va repartir du début. On va reposer cette fois-ci la question de la résilience, mais en ayant le témoignage de ces éleveurs. Alors, La résilience, c'est un mot que j'ai jamais employé, jamais entendu. Et pourtant, c'est un mot qui est facteur clé de ma réussite. Il faut savoir tenir une politique de développement et avoir une vraie stratégie, en prenant en compte différents facteurs. Facteur humain, facteur social, facteur économique, financier et environnemental. Il faut se fixer un cap et mettre en place tous les moyens nécessaires pour atteindre ce cap, pour tenir ce cap. Développement d'entreprise, la vie de famille, pouvoir envoyer nos enfants dans les hautes études, mais aussi un cap que je m'étais fixé, c'est de pouvoir investir pour la retraite. Je pense que c'est un cap important. La retraite est une chose dont on parle, mais on oublie qu'il faut aussi la préparer, sa retraite. Cette retraite est déjà proche, et je laisse à mon fils le soin d'assurer cette continuité d'entreprise. C'est vrai qu'au niveau de l'exploitation, mon installation a été quand même une étape importante, mais c'est une étape qui avait été déjà anticipée, notamment par rapport aux investissements sur l'exploitation, qui a permis notamment de développer la production laitière. Mais bon, c'est dans la continuité des objectifs qui étaient des objectifs initiaux, et on ne bouleverse pas complètement, et on ne bouleverse pas du tout ce qui est fait sur l'exploitation. Donc voilà, c'était un des objectifs qui avait été fixé, et à terme il y aura de nouveaux objectifs, comme le disait mon père, ça sera la retraite des parents, et là il y aura de nouvelles orientations, enfin pas de nouvelles orientations, mais des orientations qu'il faudra adapter sur l'exploitation.
c'est se mettre à l'abri, c'est vraiment inscrire mon atelier laitier dans la durée. Et pour ça, donc, c'est se définir des objectifs précis. Alors, ce que j'ai mis en place sur l'atelier laitier pour lui apporter plus de résilience, alors je me suis fait conseiller pour mettre en place un tableau de bord. J'avais besoin de formaliser des objectifs précis, clarifier des priorités de conduite sur mon atelier. Et donc, il y avait des critères très précis à la fois techniques et économiques, comme on peut retrouver dans nos différentes marges brutes. J'avais aussi un critère de rentabilité globale sur l'atelier lait, je m'étais fixé. Et donc ça m'a servi de guide pendant tout le déroulement de la campagne. Et s'assurer qu'on est en capacité de sortir un revenu tous les ans, même quand les marchés s'effondrent, c'est quand même stimulant et c'est encourageant pour être éleveur. Et ça demande effectivement une réflexion assez globale sur la ferme. Concrètement, sur mon atelier laitier, ça m'a permis de remettre en place des alliances avec des éleveurs voisins. J'ai fait évoluer mon alimentation aussi pour baisser les frais d'élevage. Donc c'est tout un cumul de petites choses qui font qu'on est dans une meilleure maîtrise des charges. Mais c'est aussi identifier ce que j'avais comme levier pour agir sur mes produits. La résilience, pour moi, c'est aussi reconsidérer le bien-être et l'équilibre de l'éleveur. Et moi, personnellement, j'ai bien ressenti l'envie de me libérer un week-end sur 4, un soir aussi de la semaine, pour vraiment sortir la tête du lait. Et ça m'a fait énormément de bien de penser à autre chose, divertir et d'avoir d'autres moments que des moments professionnels. Il faut savoir que l'exploitation est située au sein du village. Donc la première maison est à 10 mètres des bâtiments d'élevage, donc c'est vrai que l'environnement est quelque chose auquel on fait très attention sur l'exploitation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut voir aussi qu'on est dans un secteur très touristique. Donc dernièrement, on a signé des conventions avec l'administration pour permettre aux touristes de passer dans nos pâtures, des pâtures qui sont en bordure de falaise, donc en bordure de mer. On souhaite aussi donner une bonne image de notre région et de notre agriculture. Bessier, l'objectif rentabilité a été atteint et en ça c'est stimulant et ça aide à toujours avoir cette volonté, cette envie de progrès. Donc là, j'allais dire, on repart du départ, puisque là, eux, ils ont mis des mots assez concrets sur finalement, pour ces éleveurs, qu'est-ce que c'était que la résilience? Qu'est-ce qui allait faire que oui ou non, ils allaient pouvoir persister dans l'avenir, si on reprend le terme qui a été utilisé par Manon. Et donc, je vais vous laisser maintenant, Valérie, présenter les résultats de ce très gros projet, hein, donc Resilient for Dairy, et finalement les principales conclusions qui en sont ressorties. Merci beaucoup, Valérie, en tout cas. Merci. Bon, désolée pour les petits soucis techniques. C'est toujours un peu compliqué d'inclure des vidéos dans les PowerPoints. Donc, effectivement, pour faire suite à la présentation de Manon, donc, je vais vous présenter quelques résultats issus d'un projet pour lequel on a mis le terme de résilience au centre du titre.
sans être vraiment sûr que c'était le mot le plus adapté. Mais effectivement, dans ce projet, comme dans le projet précédent pour lequel on avait fait la vidéo que vous venez de voir, on a beaucoup navigué entre les différents termes que Manon a abordés. Est-ce qu'on parle de durabilité? Est-ce qu'on parle de résilience? Bon, c'est pas toujours évident. Et puis après, il faut voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça concrètement quand on travaille avec des éleveurs. Donc là, l'idée, c'était de vous présenter très rapidement les principaux résultats d'un projet qui s'appelle Resilience for Dairy. On a mis le terme résilience. Est-ce qu'on avait choisi le bon terme ou pas? Très souvent, les noms de projets, c'est aussi utiliser le mot-clé à la mode à un moment donné pour optimiser ses chances de financement. Et ce n'est pas forcément le mot le plus adapté, mais bon, ça, je pense que vous êtes tous conscients de cette difficulté. Alors, est-ce qu'on a parlé de résilience? Est-ce qu'on a parlé de durabilité? Probablement qu'avec les éleveurs, on a mélangé un petit peu les différents concepts, mais l'important, c'était d'essayer de trouver des solutions à apporter aux éleveurs pour qu'ils soient encore éleveurs laitiers demain. C'était ça l'idée derrière. Donc, voilà pour l'introduction et faire le lien avec la présentation de Manon. Donc, je vais vous présenter rapidement quelques résultats issus de ce projet européen qui s'est terminé au 31 août. C'est juste un petit échantillon de ce qui a été fait, l'objectif final étant de trouver des solutions pratiques à partager avec les éleveurs européens pour qu'ils soient encore éleveurs laitiers demain. Donc, effectivement, dans notre situation, on s'est posé la question du choix du terme et comme j'avais l'occasion déjà d'avoir la présentation par Olivier Théron des travaux de Manon, la question s'est posée, est-ce qu'on avait utilisé le bon terme ou est-ce qu'on parlait de durabilité ou de robustesse? De toute façon, l'idée derrière, c'était effectivement de pouvoir aborder concrètement dans un projet, en travaillant avec des éleveurs et des acteurs de terrain, à la fois des notions de durabilité environnementale, économique et sociale, donc d'avoir ces trois piliers, mais aussi d'avoir l'idée de travailler sur le maintien de performance dans le temps. Et donc, effectivement, Manon l'a redit, il y a de très nombreux concepts en fait, qui ont été utilisés dans les publications sur les systèmes agricoles. Mais après, qu'est-ce qu'on peut en faire pour travailler concrètement avec des éleveurs? Comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'opérable sur le terrain? Et comment est-ce que l'on peut faire des approches multi-performances correspondant à ce que vivent les éleveurs au quotidien en matière de système de production. Donc, on n'a pas vraiment de méthode très, très pragmatique pour le secteur laitier, pour aller travailler avec les éleveurs des différents pays européens sur l'amélioration de leur résilience face à tout un tas d'aléas. C'est bien la difficulté qu'on peut avoir. Et donc, on a essayé de piocher les concepts et de piocher les idées de façon à pouvoir embarquer un maximum d'acteurs dans la recherche de solutions concrètes. Alors, il y a déjà eu des projets européens qui ont mis au cœur de leur thématique la notion de résilience, en essayant de réfléchir sur ce que ça signifiait et comment ça allait se concrétiser pour des éleveurs. Le précédent projet européen sur lequel on s'est appuyé, c'était le projet Eurodairy qui s'est terminé en 2019, pour lequel on cherchait déjà à trouver des solutions pour faire face à des problèmes pratiques vécus par les agriculteurs et affectant la durabilité future de leur élevage laitier. Donc c'est dans le cadre de ce projet-là que la petite vidéo, l'idée, c'était d'impliquer directement les éleveurs laitiers dans la définition de la résilience d'après eux, d'où ces petits témoignages. Et en fait, ce qui nous ont fait ressortir, les éleveurs laitiers, c'est que pour eux, derrière la notion de résilience, se posaient des questions autour de l'utilisation efficiente des ressources, que ce soit l'eau, que ce soit le sol, que ce soit les fourrages, etc., etc., enfin, globalement, l'autonomie alimentaire, des questions autour du bien-être et de la santé animale, de questions autour de l'économie de l'exploitation et de bien-être de l'éleveur, et des questions autour de la biodiversité. Donc, différents sujets qui ont été abordés par les éleveurs qui ont témoigné dans cette petite vidéo. Au niveau européen, il y a également eu un focus group qui a travaillé pendant 18 mois, un focus group PEI, dans lequel on a travaillé pendant 18 mois sur la notion de résilience. Ces travaux-là sont disponibles sur le site du PEI
le rapport final et tous les 7 sous-rapports qui correspondent aux 7 facteurs qui ont été mis en évidence comme pouvant contribuer du secteur laitier européen dans son ensemble. Et ce qui était ressorti, c'est que pour qu'un système laitier soit résilient, il fallait à la fois travailler à l'échelle de la vache, donc par exemple par rapport à la notion de résilience et de robustesse d'une vache laitière d'un point de vue de la génétique, mais il y avait aussi des questions qui étaient au niveau de l'élevage laitier et d'autres qui étaient au niveau vraiment du secteur laitier européen dans son ensemble. Donc, au final, ce focus group PEI avait conclu qu'un système de production laitière durable, robuste et résilient à l'échelle européenne devait effectivement se remettre, s'adapter à des changements de conditions environnementales, sociales ou économiques à 3 niveaux différents qui pouvaient être un niveau vache, un niveau plutôt élevage et un niveau qu'il ne fallait pas négliger qui était un niveau de résilience globale du secteur laitier européen dans son ensemble face aux aléas que l'on allait vivre. Voilà, d'où le lien avec la petite vidéo. Le projet que je vais vous présenter, Resilience for Dairy, il fait suite à ces 2 gros projets européens. Je vais vous en présenter très rapidement les contours, les partenariats, la méthodologie qu'on a suivie. Et en fait, je ferai un focus que sur une toute petite partie des résultats du projet qui est finalement, quelles sont les attentes des producteurs de lait des 16 pays impliqués et qu'est-ce qu'ils ont identifié comme étant les aléas principaux auxquels ils allaient être soumis dans les années à venir et pour lesquels il fallait qu'on les aide à trouver des solutions. Je vous indiquerai où vous pouvez trouver les principales productions du projet et ce qu'on envisage pour la suite puisque ce projet vient de se terminer. Donc, pour faire simple, effectivement, pour nous, la notion de résilience, quand on a travaillé avec les éleveurs laitiers de ces 16 pays, c'était effectivement la capacité à faire face à des aléas, à s'adapter pour être encore plus fort demain. Et en fait, ce que voulaient les éleveurs, c'était avant tout des solutions pratiques pour faire face aux aléas qu'eux-mêmes, ils ont identifiés, ils ont listés dans leurs différents contextes de production. Donc, l'idée, c'était de mettre en collaboration différents acteurs liés à la production laitière dans les 16 pays qui figurent en vert sur la cartographie de l'Europe. L'idée, ce n'est pas du tout un projet de recherche, c'est un réseau thématique. Donc, c'est un projet dans lequel on mobilise des connaissances existantes dans les pays partenaires pour créer de l'échange et pour essayer de répondre aux questions posées par les uns et les autres dans les différents contextes de production donnés. Dans l'idée qu'en fait, on a déjà beaucoup de réponses et de solutions dans les différents pays, et que ce qui manque, c'est plus la collaboration et l'échange de partage de connaissances de chaque côté des frontières que la création de nouvelles références ou de nouveaux résultats par la recherche fondamentale. C'est la notion de réseau thématique. On a travaillé pour chercher des solutions pouvant répondre à des questions posées lors d'aléas qui toucheraient soit de la résilience économique et sociale, donc des questions économiques ou des questions autour du travail, soit des questions plus autour de l'efficacité technique, autour de l'utilisation efficiente des ressources disponibles, soit des enjeux plus larges dans lesquels on a mis à la fois des questions d'environnement, de bien-être animal et des problématiques sociétales comme la création de systèmes de production qui pourraient répondre aux attentes à la fois des consommateurs et des citoyens. Les pays concernés, qui se sont engagés dans ce réseau thématique, étaient dans des contextes de production extrêmement variés, puisque ça allait de la Finlande à l'Espagne, de l'Irlande du Nord à l'Italie, la Slovénie, des pays comme la Lituanie, la Hongrie, et puis une bonne partie de nos voisins directs. Donc des contextes de production, des secteurs laitiers extrêmement, extrêmement différents. Un consortium aussi très varié avec à la fois des acteurs très proches des éleveurs, comme des coopératives agricoles, ou alors au contraire des organismes plus de recherche appliquée comme l'Institut de l'élevage ou le CRAW en Wallonie, ou TIGASC en Irlande, des partenaires plus recherche, type universitaire, comme Arus, Debrecen, Ljubljana en Slovénie, bureaux d'études, donc des lycées agricoles, donc des organismes, des partenaires en fait qui avaient des niveaux de contact avec des agriculteurs extrêmement, extrêmement variés.
Les objectifs généraux de notre réseau thématique R4D, c'était effectivement d'essayer de trouver des solutions pour améliorer la durabilité des élevages, leur résilience, leur robustesse. Donc on a utilisé tous les mots-clés parce qu'on avait à la fois effectivement des objectifs en termes de niveau d'atteinte, mais aussi des objectifs plus généraux effectivement de survie à terme pour le secteur laitier européen, dans 3 grands domaines d'expertise, hein, comme je l'ai dit, résilience économique et sociale, efficacité technique et bâtir des systèmes qui répondent aux attentes environnementales, de bien-être animal et de problématiques sociétales. L'idée, c'était de renforcer ce réseau thématique européen de producteurs de lait en intégrant également dans notre réflexion tous les acteurs des différents secteurs laitiers des différents pays. Ça peut être extrêmement varié d'un pays à l'autre. Les filières sont très organisées de manière très différente d'un pays à l'autre. Donc les chercheurs, les conseillers, les enseignants divers et variés ont été intégrés dans chaque pays en fonction de la structure des filières laitières de chaque pays, de recueillir les besoins des éleveurs de ces 16 pays en les interrogeant sur les principaux défis qu'ils estimaient avoir face à eux pour être encore producteurs de lait demain. Et de leur proposer ensuite des solutions pratiques issues du partage de résultats entre les 16 pays, puisque tout le monde a travaillé sur différentes solutions pratiques pour être plus fort demain, et que ce qui manque, c'est le partage de ces solutions d'un pays à l'autre. Ces solutions pratiques, techniques, ces logiciels, ces solutions à l'échelle du système ou à l'échelle de l'élevage, devant évidemment être ensuite adaptées pour répondre spécifiquement aux besoins des éleveurs d'un pays donné, dans une situation pédoclimatique donnée, et répondre aux attentes de la société et des consommateurs de chaque pays donné. Donc la question qui était posée, c'était vraiment quelles sont les voies, les solutions pour être encore un éleveur laitier demain en Europe. Et j'espère que la question comme ça fait le lien avec la notion de résilience qu'on a abordée tout à l'heure. Donc un petit point méthodologique rapide. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par créer 16 comités de pilotage nationaux, puisqu'on avait en gros 16 pays impliqués dans le projet, dans lequel on a impliqué tous les acteurs des filières laitières concernées, et dans lesquels on a impliqué 120 fermes pilotes européennes qui ont été choisies dans chaque pays parce qu'elles apportaient, du point de vue du pays concerné, une certaine innovation ou une certaine solution pouvant répondre à l'idée d'être plus fort face aux aléas demain. Donc c'est extrêmement variable cette notion d'innovation d'un pays à l'autre. Ça peut être une innovation technologique, comme ça peut être une innovation à l'échelle du système de production. Chaque pays avait sa définition de ce qu'est une ferme pilote innovante, résiliente pour demain. À partir de là, nous avons à la fois collecté quels étaient les besoins des éleveurs les plus urgents pour être encore producteurs de lait demain, en quoi ils ne trouvaient pas de réponse aujourd'hui à leurs problématiques et qu'est-ce qu'ils imaginaient comme étant un besoin très urgent pour répondre aux aléas auxquels ils étaient confrontés. Mais dans le même temps, nous avons aussi collecté des idées de solutions qu'ils étaient prêts à partager avec leurs voisins. Et donc, l'essentiel du travail ensuite, ça a été de comparer les besoins les plus urgents pour être encore producteurs de lait demain, tels qu'exprimés par les éleveurs, mais aussi les solutions qu'ils étaient prêts à apporter et à partager avec leurs voisins européens. Nous avons ainsi collecté plus de 300 idées qu'il a fallu nettoyer, regrouper et soumettre à des experts pour pouvoir faire une expertise à la fois en matière de bénéfices, de coûts-bénéfices, mais aussi un certain nombre de critères d'adaptabilité et d'utilisation pratique sur le terrain pour pouvoir au final être en mesure de réaliser des évaluations multicritères à l'échelle d'abord d'experts, puis ensuite revalider avec les éleveurs, trier avec les éleveurs, classer avec les éleveurs pour au final être capable de livrer une centaine de pratiques pouvant améliorer la résilience des systèmes laitiers des différents pays européens et pouvoir les diffuser. Et identifier également toutes les questions que les éleveurs nous avaient posées pour lesquelles on n'avait pas trouvé de solution. Donc c'est vraiment un projet basé sur la création de réseaux, de discussions, soit au niveau national, soit au niveau européen. Ça n'a pas de portée, présenté maintenant, n'a pas de portée statistique dans la constitution des échantillons. On n'a pas cherché dans chacun des 16 pays à constituer un comité de pilotage national
où chaque système de production nationale était représenté de façon statistique par rapport à son poids dans le pays, mais vraiment sur la constitution de groupes de travail, on a quand même impliqué dans chacune des réunions européennes de 60 à 120 personnes qu'on a réunies 5 fois pendant les 3 années du projet. Donc ça constitue quand même déjà des groupes relativement importants en effectifs. Et au niveau des évaluations de ce que les éleveurs ont remonté, de ce que les comités de pilotage nationaux ont remonté à discuter dans les groupes et à évaluer par des acteurs, par des experts de chaque sujet, il y a plus de 1200 acteurs en tout qui ont été impliqués au cours des 3 années. Donc ça n'a pas de portée statistique ce que je vais vous présenter, mais ça a quand même fait l'objet de discussions dans des groupes très importants avec plus de 1200 personnes issues des 16 pays concernés. Donc voilà, on y met la portée ce que l'on veut, statistique ou autre, mais je pense que quand même ça a un certain sens. Donc au niveau du tri pour les propositions de solutions pour être plus résilient demain, juste un petit élément de méthodologie. Comme je vous ai dit, on a interrogé toutes les personnes qui participaient à ces comités de pilotage et à ces regroupements européens pour qu'ils nous expriment à la fois quels étaient leurs besoins, mais aussi quelles étaient les solutions qu'ils pouvaient partager avec leurs voisins. On a récupéré plus de 300 propositions qui, au final, se sont avérées n'être que 190 solutions différentes, puisque certains appelant différemment le même sujet. On a créé une méthode d'analyse coût-bénéfice qui est à disposition de tous ceux qui voudraient la reprendre, très, très, très détaillée, pour évaluer l'impact de ces différentes solutions, à la fois en matière de travail, d'investissement, d'impact sur les différents critères environnementaux, les différents impacts environnementaux possibles, la biodiversité, savoir si c'était utilisable rapidement, est-ce que ça allait nécessiter beaucoup d'adaptation ou de traduction au niveau des différents pays. Pour ça, on a impliqué 66 experts des différents sujets issus des 15 pays. Ces experts ont dû réaliser au minimum 50 évaluations, ce qui fait qu'en tout, il y a plus de 3000 évaluations qui ont été réalisées. Donc, il y a un petit peu de poids quand même sur les résultats finaux. Et ensuite, les éleveurs, comme je vous disais, ont regardé tout ça, ont trié, ce qui fait qu'au final, on a eu 80 solutions qui ont été jugées prêtes pour la diffusion, et une cinquantaine qui ont nécessité un deuxième tour d'expertise et de mise en œuvre dans les élevages pour en conserver directement 20 au final et arriver ainsi aux 100 meilleures pratiques qui sont disponibles sur le site web que je vous indiquerai tout à l'heure. Alors, voilà pour la méthodologie. Je voudrais maintenant faire un focus sur un des principaux résultats de ce projet, qui est de savoir précisément quelles sont les attentes des producteurs de lait des 16 pays concernés. Et en fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas trouvé comme solution dans leur cercle de conseil ou de recherche-développement autour d'eux dans leur pays. Donc, comme je vous ai dit, on a collecté les besoins des éleveurs et collecté les solutions en parallèle. Pour collecter les besoins et les solutions, pour pouvoir fournir des solutions innovantes aux éleveurs, il fallait qu'on soit un petit peu plus précis dans la connaissance de leurs besoins. Pour faire ça, on l'a fait de 2 manières, à la fois par enquête en ligne, parce qu'on a démarré notre projet pendant la période Covid, et par toutes les réunions physiques qu'on a menées. Donc, au minimum 6 réunions physiques par pays, en tout pendant 3 ans, plus les 5 workshops européens avec toutes les parties, toutes les personnes engagées, pendant lesquelles on a réuni entre 60 et 120 éleveurs à chaque fois. Pour recueillir les attentes sur le volet enquête en ligne, on s'est basé sur une liste initiale de propositions, de sujets, basés sur les projets antérieurs et sur la littérature, pour pouvoir faire un premier tri, mettre en forme et trier les besoins par grand domaine et faire voter les éleveurs et stimuler les échanges. Et puis évidemment, après, à chaque fois qu'on a fait des visites de terrain, soit en intra-pays, soit au niveau européen, les éleveurs ont pu voir à quoi correspondaient concrètement les différents thèmes ou les différents sujets qu'on leur avait soumis. Donc pour recenser les besoins, par enquête en ligne d'abord, on a fait une proposition en fait de 43 grands thèmes issus de la littérature ou issus du projet précédent,
qui sont classés dans 10 chapitres que vous voyez repris à droite là, qui correspondent à nos 3 grands domaines de connaissances. Donc sur les besoins financiers, la gestion d'entreprise, l'information, les conditions de travail, la gestion du troupeau, la nutrition, santé, fertilité, bien-être animal, l'environnement et les attentes sociétales. Chacun de ces 10 thèmes était resubdivisé en sujets plus précis, ce qui fait qu'au final, on a interrogé les éleveurs sur 43 sujets différents, pour lesquels on leur a demandé, enfin les éleveurs et tous les membres filière laitière des 16 pays concernés. On leur a demandé de noter de 0 à 5 depuis ça ne m'intéresse pas du tout, où j'ai déjà l'information qui correspond à la note 0, à la note 5, je suis très intéressée par ce sujet, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ce sujet. Ils pouvaient aussi cocher je ne connais pas du tout cette thématique, donc je ne peux pas me prononcer. Au final, sur l'enquête en ligne, on a eu 535 répondants. Chaque pays l'a diffusé par ses canaux de diffusion habituels, donc c'est extrêmement variable. Ça marche plus ou moins bien selon les pays, les enquêtes en ligne. Ce qui fait qu'au final, on a une répartition entre pays qui n'est pas homogène. Et comme je vous disais, on ne peut pas dire qu'on a une portée statistique, mais on a quand même, entre ça et puis les discussions de chaque comité de pilotage national et pendant les workshops européens, un bon niveau d'implication d'un nombre d'acteurs très important qui nous a permis quand même de vérifier que les principaux résultats qu'on avait obtenus là correspondaient bien à ce qu'on pouvait imaginer à l'échelle d'un échantillon beaucoup plus grand. Donc, quels sont les besoins les plus urgents tels qu'ils ont été exprimés pendant ce projet à l'échelle européenne? Voilà le podium. La demande principale des éleveurs des 16 pays concernés, c'est des solutions pratiques pour améliorer l'équilibre vie professionnelle, vie privée. En deuxième arrivent des solutions pratiques pour améliorer leur niveau de revenus et de salaire, parce qu'on n'a pas que des éleveurs, il y a aussi des salariés agricoles qui se sont exprimés. Et en troisième arrivent des solutions pratiques pour améliorer le bien-être des vaches laitières. Derrière, sur le podium, on trouve des solutions pour détecter plus précocement les maladies des animaux ou des solutions pour communiquer envers la société. Ce qui a été le moins plébiscité et le moins demandé au cours de l'enquête, c'est des outils innovants pour identifier ou localiser les animaux, des outils innovants, des capteurs pour au niveau des outils innovants, des solutions soit pour réduire les émissions de méthane, soit pour des améliorations des productions, donc des additifs ou des compléments alimentaires. Techniques innovantes de production de foin, c'était très très localisé sur un pays, très peu demandé. Et puis des stratégies de lactation innovantes, par exemple, c'était très peu demandé aussi. Donc ce qui était capteur, ce qui était additif, était très très peu demandé. Alors, ça peut soit vouloir dire que ça n'intéresse pas les éleveurs, finalement, soit vouloir dire qu'en fait, ils savent déjà où trouver de l'information par rapport à ces sujets-là. Et ce n'est pas là-dessus, en fait, qu'ils sont en attente pour être encore producteurs de lait demain. Globalement, si on regarde la France par rapport à ce podium européen, on est à peu près sur les mêmes demandes. Ce n'est pas exactement dans le même ordre, mais en premier, on a bien équilibre vie professionnelle, vie privée, flexibilité, conditions de travail. On veut des solutions pratiques. Pour être encore éleveur laitier demain en France, il faut que vous nous trouviez des solutions pratiques pour un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée, des meilleures conditions de travail et des meilleurs revenus. On a en gros les mêmes éléments qu'au niveau européen, un petit peu dans un ordre différent. Et les choses qui intéressent les moins les éleveurs, c'était les capteurs et les additifs, probablement qu'ils savent où trouver des résultats par rapport à ça et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en attente particulière par rapport à ça. Un certain nombre d'analyses par groupe particulier, notamment parce qu'on avait 379 éleveurs à peu près répondants et 156 personnes qui étaient liées aux filières laitières dans le conseil ou dans la recherche, mais qui n'étaient pas éleveurs ou salariés. Les petites différences, c'est que l'amélioration du bien-être des vaches arrivait en numéro 1 pour le groupe éleveur, juste avant l'équilibre vie privée vie professionnelle. Donc une demande très forte par rapport à des solutions pratiques pour améliorer le bien-être des vaches laitières. Les élevages les plus importants en taille mettaient l'amélioration du bien-être des veaux aussi relativement haut dans les attentes par rapport à des élevages de moins de 100 vaches. Les répondants les plus âgés, entre guillemets, donc plus de 40 ans, classaient plus haut le besoin de solutions pour communiquer de façon efficace et transparente avec le public, davantage que des éleveurs plus jeunes qui venaient de s'installer. Quand on regarde entre hommes et femmes,
les femmes avaient une demande numéro 1 autour de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, mais arrivaient en 2, 3 et 4 des problématiques autour du bien-être des vaches, du bien-être des veaux et des solutions pour bâtir des stabulations plus favorables au bien-être animal. Et la question du niveau de formation, qui était une des questions qu'on posait à la fin, n'avait pas d'impact en fait sur le classement. D'autres petites informations par rapport au volet géographique. Je vous ai mis là la référence par rapport au papier qui est paru dans le journal Sustainability. Quand on regarde entre Europe de l'Ouest et Europe de l'Est et du Centre, on a des petites différences de classement avec en Europe de l'Est et du Centre encore quelques questions techniques qui arrivaient alors qu'elles n'arrivaient plus dans l'Europe de l'Ouest. L'Ouest Europe, on avait vraiment un podium équilibre vie privée, vie professionnelle, bien-être animal, communication. Et en Europe de Centre et de l'Est, on avait encore des questions techniques autour de la production, de l'autonomie fourragère finalement, la production et le stockage des fourrages. Mais l'équilibre vie privée et vie professionnelle arrivait quand même sur le podium. Cette question-là arrive toujours sur le podium, quel que soit le groupe. Bon, vous pourrez regarder après le classement par pays qui met en avant que les questions de bien-être animal arrivent quand même assez souvent, ou de détection précoce des maladies arrivent quand même assez souvent en numéro 1 dans pas mal de pays, sachant que nous, on est plus sur des questions d'équilibre vie privée, vie professionnelle, que ce soit la France ou les pays qui l'entourent, on est plutôt là-dessus. Alors, pour conclure, en tout cas par rapport à ça, on a une diversité de besoins que les éleveurs ont cités comme étant les problèmes auxquels ils doivent faire face et pour lesquels ils sont en recherche de solutions. La notion de bien-être des éleveurs, équilibre vie privée, vie professionnelle apparaît très clairement comme une urgence pour assurer la durabilité et la résilience de leurs élevages, juste avant ou en parallèle du bien-être et de la santé des animaux, des questions de prévention de maladies. Il y a beaucoup de questions par rapport à la recherche d'une meilleure communication avec la société civile et les consommateurs. On a eu beaucoup de sujets autour de la durabilité environnementale, mais finalement, les gens sont capables de trouver un certain nombre d'informations, les éleveurs sont capables de trouver un certain nombre d'informations par rapport à ça, peut-être parce qu'on en parle beaucoup, qu'il y a beaucoup de projets autour de ça. Donc, c'est jugé comme une question, mais pour laquelle on a peut-être déjà pas mal de réponses. Quel que soit le groupe qu'on a analysé, quel que soit le pays analysé ou la région européenne analysée, l'équilibre vie professionnelle, vie privée figure toujours parmi dans les 3 premières positions et dans les thématiques pour lesquelles on doit vraiment essayer de trouver des solutions si on veut encore avoir un secteur laitier demain en Europe. Donc ça, c'était issu de l'enquête en ligne. On a eu la chance de travailler beaucoup avec des comités de pilotage nationaux et des workshops européens qui nous ont permis à la fois de compléter cette enquête, mais aussi de creuser par rapport aux mots-clés qui étaient utilisés. Donc, quand on dit qu'en termes de besoins prioritaires, c'est autour des conditions de travail, en fait, ce qu'on a pu faire grâce à ce réseau thématique, c'est aller chercher les mots-clés qui étaient derrière. Et en creusant avec les éleveurs et en écoutant les éleveurs, dans toutes ces réunions qui ont eu lieu pendant les 3 années, ce qu'il y a derrière des solutions pour améliorer notre équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est des questions de bien-être, de santé mentale, de relations sociales, en interne dans l'exploitation, mais aussi en externe, des relations de partenariat avec tous les intervenants sur l'élevage, le revenu qui est indispensable pour être bien dans sa tête, et la question du renouvellement des générations sur l'exploitation. Il y a aussi derrière des questions de compétences en gestion et d'organisation du travail en matière d'entrepreneuriat sur l'exploitation. Et quand les éleveurs parlaient amélioration des conditions de travail, c'était aussi des notions de coopération avec d'autres agriculteurs pour partager des outils, partager des technologies, partager la charge de travail et avoir un soutien de groupe de pairs dans le travail au quotidien, ce qui est extrêmement variable d'un pays à l'autre en fait. Valérie, il reste moins de 4 minutes. Alors, juste par rapport aux solutions proposées, en fait, les solutions proposées et qui sont déjà disponibles aujourd'hui, elles ne sont pas du tout sur ces sujets-là. Elles sont autour de questions techniques, sur la nutrition, sur la gestion des prairies, sur des solutions pour faire face aux aléas climatiques ou des questions autour du bâtiment, au niveau de la génétique.
Donc, on voit qu'on a un décalage très important entre les questions exprimées par les éleveurs et les solutions qui sont déjà existantes dans les différents pays. Et c'est bien ça, en fait, qui va être l'enjeu demain, c'est comment on fait pour répondre aux éleveurs alors que les solutions qu'on a déjà, elles ne sont pas sur ces sujets-là. Voilà. Donc, pour aller rapidement sur cette comparaison et sur les productions du projet, on a dans ce projet recueilli de très nombreuses solutions techniques qui sont disponibles sur le site web du projet, soit sous forme de webinaires, soit sous forme de fiches techniques, de très nombreux témoignages d'éleveurs à travers le réseau des 120 fermes. Donc tout ça, c'est disponible aujourd'hui. Selon que vous préférez aller voir des témoignages d'éleveurs, des webinaires en ligne, il y en a 52 en ligne, des vidéos qui présentent des solutions pratiques ou des fiches pratiques avec les évaluations qui ont été faites avec la méthodologie que j'ai citée. Tout ça, c'est disponible sur le site web de Resilience for Dairy aujourd'hui, dans toutes les langues. Une centaine de solutions avec quand même pas mal de choses sur l'efficience technique, alors que ce n'est pas forcément le sujet prioritaire. Donc, je passe sur les différentes thématiques. De la même façon, pour les vidéos, beaucoup de vidéos disponibles, soit de présentation de solutions, soit de présentation de témoignages, très souvent sur des questions techniques, alors qu'en fait, la question principale des éleveurs, c'est autour de la résilience économique et sociale, et c'est là qu'on a le moins de choses à proposer. On a également 4 modules de formation sur l'utilisation de la méthode de lean management pour essayer de répondre à un certain nombre de questions posées par les éleveurs. Et sur la chaîne YouTube, on a également beaucoup de témoignages d'éleveurs. Ce qui manque, c'est effectivement des réponses concrètes sur des questions de travail et des questions de revenus, et sur des réponses concrètes aux défis exprimés par les éleveurs et à ceux qui sont arrivés depuis le début du projet. On les a interrogés en 2022. Le projet s'est terminé en 2024. Entre-temps, de nouveaux aléas sont arrivés, des aléas climatiques avec une alternance année très chaude en 2022, année très humide en 2024, de l'instabilité politique, de l'augmentation du prix des intrants, des nouvelles orientations de la PAC. On a eu les manifestations d'éleveurs en 2024. Et en fait, quand on a réinterrogé les éleveurs à la fin du projet, de nouveaux enjeux et de nouveaux aléas sont arrivés en cours de route. Et en fait, ce que les éleveurs nous ont exprimé à nouveau en 2024, c'est que les enjeux autour de l'attractivité des métiers, du renouvellement des générations aujourd'hui, étaient encore plus prégnants. Et ces enjeux-là, on avait très peu de solutions pratiques à leur proposer. Des questions de réorientation politique et des questions de compétition accrue sur le marché, c'est quelque chose qu'ils ne nous avaient pas donné en 2022 et qu'ils nous ont donné en 2024 comme étant un enjeu très fort. Et encore, c'était avant l'arrivée de Trump au pouvoir. Ça, en fait, aujourd'hui, pour assurer la durabilité et la résilience des systèmes, eh ben, on a peu de petites propositions, on a peu de solutions pratiques à proposer aux éleveurs. On ne sait pas vraiment les aider sur comment améliorer la relation ou la discussion avec les consommateurs et les citoyens, favoriser le renouvellement des générations ou préparer des réponses concrètes à tous les enjeux environnementaux. Donc pour conclure, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des solutions pratiques à proposer aux éleveurs pour améliorer leur bien-être, améliorer le bien-être de leurs animaux, tout en respectant l'environnement et en mettant en place des systèmes qui correspondent aux attentes des citoyens et des consommateurs. Et on voit que tous ces thèmes-là, ça correspond bien en fait à la notion de One Health, One Welfare, santé de l'humain, santé des animaux, santé de l'environnement. Il faut qu'on arrive à proposer des solutions concrètes aux éleveurs pour faire face à tous ces enjeux-là et qui leur permettent d'être encore des producteurs de lait demain en Europe. Et ça concerne à la fois les éleveurs, leur environnement, mais l'ensemble du secteur laitier européen. Donc voilà pour un petit tour très rapide de ce qu'on a pu faire, en espérant ne pas être trop loin de ce que Manon a présenté tout à l'heure sur les notions de résilience et de durabilité. Bien, merci beaucoup Valérie. Je crois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Mais par contre, si vous voulez en poser maintenant, n'hésitez pas, on va prendre 5 petites minutes de rab pour répondre aux questions.
Si personne se lance, moi j'aurais quelques questions. J'allais dire voilà, un petit peu au croisement entre vos deux présentations. De ce que j'ai compris, en fait, Valérie, vous êtes partie finalement plutôt sur une approche alors, de type 2 par rapport à ce qu'elle veut proposer Manon, plutôt en identifiant en fait des facteurs finalement, qui étaient des facteurs déjà connus alors pas déjà connus pour le coup, mais des facteurs qui pourraient permettre justement d'atteindre la résilience demain. La conclusion, c'est que finalement, dans les ressources qu'on a, on n'a pas de ressources pour pouvoir forcément y répondre. Ma question par rapport à ça, c'est que là, vous avez identifié donc des facteurs, j'allais dire, voilà, isolément les uns des autres, avec des solutions proposées sur chacun des facteurs. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à, j'allais dire, essayer de définir des stratégies, c'est-à-dire qu'en combinant plusieurs solutions, plutôt, voilà, c'est pas des facteurs, c'est des solutions, eh ben, on pouvait avoir une synergie qui permettrait d'aller encore plus loin. Oui, effectivement, dans certains pays, on est vraiment sur la recherche de systèmes et en fait, ça correspond à de la synergie. Alors que dans d'autres pays européens, on voit que globalement, tous les acteurs qui entourent les éleveurs laitiers pour leur apporter du conseil, ils sont encore sur des approches extrêmement thématiques pour leur apporter un conseil fin sur la nutrition des vaches, un conseil fin sur la conception de bâtiments, et pas du tout sur une réflexion système euh, que l'on a peut-être un petit peu plus, nous, en France et dans le sud de l'Europe, où effectivement, on va être sur ces approches de synergie. C'est rare que les acteurs, globalement, que ce soit conseil en élevage ou autre, ne se préoccupent pas de la synergie en France, alors que dans certains pays, on est encore sur du conseil extrêmement thématique. Et ce qui fait que les éleveurs se sentent encore plus démunis par rapport à certaines problématiques très larges, comme l'adaptation au changement climatique ou nouveau contexte économique, ou plus globalement au manque d'attractivité du métier d'éleveur laitier ou d'être salarié en élevage laitier, quoi. Donc c'est très variable. C'est une approche que l'on a, enfin nous, ça nous semble naturel en France d'être sur ces synergies, mais ça ne l'est pas partout en fait. Merci Valérie. Allez-y Marie. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Donc, j'ai vu effectivement que vous aviez présenté donc un réseau au niveau européen avec au moins plus de 120 éleveurs. Au-delà de ces éleveurs, est-ce qu'il y a un impact dans la diffusion de ces résultats ou quand même des solutions que vous existez? Est-ce que vous avez une notion là-dessus sur comment toucher les autres éleveurs qui ne sont pas dans ce projet en fait? Alors c'est toujours extrêmement compliqué d'évaluer les impacts parce que on finit juste le projet et donc ce qu'on vient de mettre en ligne ou ce qu'on vient de diffuser, on ne sait pas du tout combien de personnes au final vont pouvoir s'en emparer, en faire quelque chose. C'est pour ça qu'il faut continuer. On sait par exemple sur toutes les vidéos qu'on a faites, on a jusqu'à 55 000 vues pour celles qui ont été les plus vues sur Internet. Est-ce que le fait que les gens les aient vus, ça va impacter leurs orientations En fait, il faut répéter, multiplier les canaux, diffuser de plein de façons différentes, que ce soit par les conseils en élevage divers et variés, par différents canaux, que ce soit de l'écrit, que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'intervention dans les salons, pour espérer toucher plus large, mais c'est un vrai problème. Surtout que ces projets sont sur des durées de financement qui sont courtes, 3 ans, c'est très très court. On est incapable d'évaluer les impacts et il faut vraiment qu'on continue à rebâtir, essayer de rebâtir autre chose, se réemparer de ces sujets-là pour espérer élargir la cible. Et pour tous ces projets, en fait, c'est très compliqué de savoir quels sont les impacts. Moi, j'aurais. Alors, je pense que ce sera sans doute la dernière question, mais par rapport à ce que vous avez dit, Valérie, quand vous disiez en France, on a quand même plutôt une vision un peu plus stratégique. Donc, je pense que par rapport à ce que présentait Manon, quand on voulait justement pouvoir comparer deux situations et leur dynamique sur le long terme, on pourrait partir là-dessus pour voir finalement si on prend une situation business as usual et puis
j'allais dire une situation avec une nouvelle stratégie, on pourrait voir la dynamique. Par contre, moi, ce qui me pose question, finalement, c'est que là, dans les travaux que vous avez présentés, Manon, on a ce qui était souvent regardé, c'était soit les performances économiques, soit le rendement. Pas du tout le bien-être de l'exploitant, parce qu'on n'était pas en plus à la bonne échelle, on n'était pas à celle de l'exploitation, voire du territoire. Et quand j'ai vu l'exposé de Valérie, ça m'a quand même sauté au visage. Je me suis demandé est-ce qu'il faudrait pas, quels indicateurs on pourrait prendre, et est-ce qu'il ne faut pas réinclure des sciences sociales au lieu des sciences techniques? Voilà. J'interviens juste avant la réponse de Valérie. Donc, il y a des travaux qui regardent un peu ces aspects-là. Il y a des travaux qui regardent le temps de travail et le pic. Est-ce qu'il y a beaucoup de pics d'intensité de travail, par exemple? Et aussi, il y a des travaux, notamment, je pense aux travaux de l'UMR Agir à Toulouse, qui font exprimer le degré de résilience aux agriculteurs selon leur niveau de satisfaction, en fait, de leur situation. Donc ça, c'est deux choses qui peuvent être utilisées, mais bien sûr, c'est toujours le parent pauvre dans ce genre d'études, quoi, les aspects sociaux, alors que on sait que c'est le plus important voilà, pour réussir à tenir le coup. Et il faudrait quoi finalement pour avoir ces indicateurs? C'est revenir, alors là c'était vers les éleveurs, mais je pense que si on parlait des agriculteurs, on aurait peut-être on aurait peut-être aussi quand même des réponses similaires. En leur disant, pour vous finalement, si on devait définir un indicateur, est-ce que c'est du temps de travail? Est-ce que, comme vous dites, c'est des intensités de pic? Est-ce que ce qui a été cité dans la vidéo en disant, moi j'ai un week-end sur 4 et j'ai une soirée par semaine? Voilà, bon, après, ça, pour évaluer l'impact là-dessus, c'est un peu compliqué, mais voilà, je me demandais aussi qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant pour les avoir, ces indicateurs, parce qu'il faut les inclure. Je ne sais pas si vous avez une méthode pour, enfin, une méthode pour ça, j'allais dire, des avis. Valérie, non? Ouais. C'est compliqué parce qu'en fait, les éleveurs ne recherchent pas tous la même chose, déjà. Oui, en plus. Pour certains, c'est un allègement au quotidien. Pour d'autres, c'est des vacances, c'est un allègement à certains moments de l'année. Pour certains, ça va être de la pénibilité physique. Pour d'autres, c'est la pénibilité vraiment intellectuelle par rapport au nombre de choses à gérer dans une journée. Mais clairement, aujourd'hui, si on regarde les démographies un petit peu partout en Europe, la crainte pour demain, c'est quand même un manque de candidats très très important pour être producteur de lait. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à appuyer sur ce volet-là, parce que sinon, le reste finalement va être secondaire, quoi. Si on n'a plus de candidats, si on n'a plus d'éleveurs, en fait, pour le reste, c'est. Il y a Soisy qui avait une question. Oui, c'est ce que j'allais dire. Allez-y. C'est peut-être autant une réaction qu'une question. Merci pour la présentation. C'est enrichissant de voir ce qui a été fait, parce que ça fait écho au projet Résilet qui avait été il y a quelques années auparavant. Et ça va nous enrichir aussi pour le projet Basilic qui porte sur le lait bio de demain, et dans lequel on va avoir une démarche un peu similaire, c'est-à-dire entendre ce que d'un côté les éleveurs, éleveuses et la société civile attendent pour le lait bio de demain, et faire un inventaire de ce qui existe déjà. Donc, c'est très similaire à ce que vous avez fait. Et du coup, quand même, une petite question. Quelle était la part de bio, par exemple, dans les fermes françaises ou dans l'ensemble des fermes participant au projet? Et est-ce que vous avez étudié le distinguo des réponses? Je pense à vos podiums, là, par exemple. Solutions techniques proposées entre les bio et les fermes bio et conventionnelles. Merci. Sur la France, je pense qu'on devait être on devait être à 15 ou 20% de bio, même peut-être un peu plus. Ça a souvent été, ça a régulièrement été choisi comme étant une voie d'adaptation et de résilience. Et pour certains pays, c'était de l'innovation d'être en bio. Pour d'autres, c'était globalement tous les éléments du système qui ont fait qu'ils ont été choisis. Donc il y en avait. On n'a pas fait de podium spécifique, mais on peut le faire. Et si tu souhaites qu'on le fasse pour Basilic, vu que je vais reprendre temporairement, remplacer quelques collègues qui vont être absentes pendant les mois à venir sur Basilic, c'est quelque chose que je pourrais reprendre puisqu'on a les données. Mais on ne l'a pas fait spécifiquement parce que je pense que ça risque d'être mal réparti au niveau géographique. Mais bon, on pourrait quand même le regarder. Ah ouais, bien sûr, volontiers. À bientôt dans Basilic. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions,
Je vous propose voilà, de clore ce webinaire. Désolée avec 10 petites minutes de retard. Je m'excuse, je n'avais pas en effet anticipé que au niveau de la vidéo, il fallait inclure le son. Et en effet, il y a un bouton, je viens de regarder dans Teams, il y avait marqué inclure le son. Donc, je le saurai pour la prochaine fois. À chaque fois, c'est pareil, c'est compliqué. Mais non, je l'avais pas anticipé. J'aurais dû, mais voilà. Donc, en tout cas, merci voilà, d'être restés aussi nombreux jusqu'à la fin de ce webinaire. J'espère qu'il vous a plu.